Bonjour à tous. Merci déjà d'avoir pris le temps de vous connecter, de vous inscrire à cet événement, d'y participer. Je vois que c'est un sujet en tout cas qui intéresse quand je vois le nombre d'inscrits. Alors, si je commence par une accroche, comme on le fait classiquement dans toute présentation de Sciences Po. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de sortir, on l'espère, de la crise sanitaire. Et je repense à l'année dernière, au moment du premier confinement, on avait vu les rayons alimentaires, nos grandes surfaces qui étaient complètement dévalisées, à tel point que certains commençaient à parler de pénurie. Alors, pénurie qui, heureusement, n'ont pas eu complètement lieu, qui n'ont pas vraiment eu lieu, mais qui a eu le mérite de remettre la question de la production alimentaire et plus généralement agricole sur le devant de la scène. Plus récemment, l'envolée des cours des matières agricoles nous rappelle que le sujet est toujours d'actualité, que la demande est là, qu'elle n'est pas toujours satisfaite. Et donc, la question que je souhaiterais qu'on traite ce soir, c'est celle de l'avenir de notre, ou plutôt de nos systèmes agricoles. Et donc, c'est la raison pour laquelle la section, avec la section Wallonie-Rhône-Alpes-Auvergne, vraiment les deux pans de cette section sont intervenus pour la préparation de cet événement. Donc, on a souhaité organiser ce débat pour sortir un petit peu du discours médiatique qui est souvent un peu trop incomplet, qui se contente d'aborder ce sujet en opposant des systèmes dits conventionnels et biologiques et en présentant ce dernier comme la panacée, notamment dans le contexte du réchauffement climatique. Comme vous le savez, la réalité, c'est souvent beaucoup plus complexe que ça. Et donc, on a demandé à nos deux intervenants de nous éclairer sur les réalités et les défis de nos agricultures. Donc, je donnerai d'abord la parole à Cyril Delost. Cyril Delost, qui est ingénieur en agriculture rhône-alpin, fort d'une expérience d'une quinzaine d'années dans le domaine de la protection des plantes. Lui va nous rappeler les fondamentaux agronomiques de cette problématique, donc poser les bases du sujet. Et après lui, donc, je laisserai Bertrand Valliorgue s'exprimer. Lui est professeur de stratégie et de gouvernance des entreprises à l'Université Clermont-Auvergne. Et lui abordera le sujet sous l'angle, on va dire, économique au sens très, très large du terme. Et il va nous présenter son ouvrage « Refonder l'agriculture à l'heure de l'Anthropocène ». Je vais donc laisser Cyril Delost démarrer. Bien, bonsoir. Donc, comme indiqué, je suis ingénieur en agriculture depuis 2003 et je vais effectivement tenter de répondre brièvement en 20 minutes donc à cette importante thématique de l'avenir de l'agriculture. Alors, depuis les années 50, la production agricole a progressé de façon spectaculaire et a permis de nourrir une population mondiale en croissance. Les perspectives divergent aujourd'hui quant à l'évolution future de la population mondiale, mais le fait est que tout le monde n'a pas le même accès aux produits alimentaires en quantité, diversité et qualité. L'hypothèse que je retiens néanmoins est que l'ensemble de la population mondiale souhaitera demain accéder à une alimentation en quantité, qualité et qualité similaire à celle du monde occidental et donc retenir en fait une croissance de cette demande. Alors, on peut ajouter à cette croissance de la demande la multiplication des destinations des productions végétales, notamment à travers les produits biosourcés tels que les plastiques, cartons ou encore carburants, et donc en plus de l'alimentation animale. La question de la production, de l'augmentation de la production agricole est donc bien toujours d'actualité. Et en plus, on peut y ajouter donc la question environnementale qui hier était secondaire et qui est devenue aujourd'hui tout à fait incontournable.
Le rôle de l'agronome va donc être d'organiser la production agricole compte tenu des contraintes qui lui sont imposées et des facteurs de productivité existants. Je vous propose donc d'explorer les différentes composantes de cette équation en nous intéressant d'abord aux facteurs de production agricole, puis aux différents risques qui pèsent sur cette production. Alors, un petit préambule donc avec le rappel sur le mécanisme de la photosynthèse et du cycle de l'azote pour définir ces facteurs de production. La photosynthèse, le mécanisme de la photosynthèse utilise l'eau, l'énergie solaire et le dioxyde de carbone pour produire de l'énergie. Et cette énergie est utilisée par la plante dans sa consommation de l'azote pour produire en fait de la matière organique et donc se développer. Alors, pour faire pousser, entre guillemets, une plante, il est donc nécessaire d'avoir de l'eau, ça on le sait tous, de l'azote, de l'énergie solaire et bien sûr de la surface. Et ce sont donc ces facteurs de production que je vous propose de passer tout d'abord en revue. Alors, comme on l'a évoqué, commençons par ce dernier facteur, citer les surfaces agricoles. Et par un petit rappel historique. Depuis le début des années 60 jusque dans les années 90, la surface mondiale de terres cultivées n'a augmenté que de 10%, environ 10%, alors que dans ce même temps, la population mondiale a presque doublé. Il existe toujours un potentiel de croissance de la surface disponible, mais ces terres cultivables en fait concernent des sols de qualité moindre et ou difficiles d'accès, est occupée ou en voie d'urbanisation et d'installation d'infrastructures de services, ou encore couverte par des forêts. Et il faut également savoir que les forêts sont elles-mêmes des zones de production pour la pâte à papier ou encore le bois de construction. Et par ailleurs, les mettre en culture, ça pose d'autres problèmes tels que les équilibres écologiques. Donc, pardon. Pour les raisons qu'on vient de citer, on peut en fait difficilement compter sur l'augmentation des surfaces. L'augmentation de la production viendra donc principalement et encore d'une croissance des rendements, comme cela a déjà été le cas au cours des dernières décennies. Alors, passons maintenant au deuxième facteur de production, qui est l'eau. Alors, on l'a dit, l'eau est un élément de base pour la photosynthèse et l'objectif de l'agriculteur est donc d'optimiser son utilisation pour que donc, les plantes se développent. Alors, il peut optimiser cela donc, en augmentant l'eau disponible pour la plante. C'est le principe de l'irrigation qui vient en complément de la pluie, donc du phénomène naturel. L'inconvénient de cela, c'est bien sûr le coût et puis les infrastructures pour amener l'eau notamment jusqu'au champ. Alors, il peut optimiser également par l'adéquation entre les besoins de la culture et la disponibilité en eau. Alors, il y a des méthodes historiques, comme celle d'ajuster les dates de semis à la saison des pluies. Et puis, il y a des méthodes plus récentes, plus technologiques, avec notamment le pilotage de l'irrigation et la modélisation des besoins de la plante pour délivrer en fait cette eau au moment le plus juste et éviter au maximum le gaspillage. On peut encore optimiser en atténuant la sensibilité au manque d'eau à travers la sélection d'espèces et en ayant recours à la génétique. Optimiser l'eau, c'est aussi lutter contre la concurrence des dites mauvaises herbes. Alors, il y a bien sûr la mécanique, outil, on va dire, ancestral, et qui est désormais donc appuyé par la robotisation. Mais en fait, cette robotisation n'est en fait qu'un guidage nouveau de la méthode ancestrale et donc il est facile
Si on a déjà manié une binette, par exemple, il est assez facile d'imaginer qu'on peut vite enlever des mauvaises herbes entre deux plantes, mais plus on va se rapprocher de la plante et plus ça va devenir délicat. Alors, pour éliminer la concurrence des mauvaises herbes, il y a un autre outil qui est effectivement la chimie et plus particulièrement donc l'utilisation des herbicides qui peuvent agir là où et quand la mécanique ne peut pas ou ne peut plus passer. Quoi qu'il en soit, même en optimisant son utilisation, l'eau reste un facteur limitant. Donc après la surface et l'eau, on va désormais voir le facteur azote. Alors un petit rappel historique assez intéressant. En fait, il faut savoir que jusqu'au début du XXe siècle, les cultures recevaient de l'azote par le moyen de la fumure organique générée par les élevages qui étaient donc sur la même ferme. Les rendements étaient particulièrement bas parce que ces apports étaient notamment insuffisants. Et puis, il y a eu la découverte de la synthèse de l'ammoniac au début du XXe siècle et donc de la synthétisation des engrais azotés. Et en fait, cette synthèse a permis de sortir de ce système de polyculture-élevage, donc en fait une spécialisation, et d'augmenter les rendements de façon très significative, de l'ordre de 30 à 50%. Alors, la contrepartie, c'est effectivement que cet engrais azoté de synthèse a effectivement un coût économique certain pour l'exploitant. Alors, l'agronome fait aussi appel à la rotation des cultures et notamment en introduisant ce qu'on appelle des légumineuses pour le pois, pour la plus connue d'entre elles, qui a la propriété formidable de capter l'azote de l'air et de le restituer au sol. Donc, dans la rotation, on peut faire succéder donc une céréale qui va, elle, bénéficier de ces résidus d'azote apportés par la légumineuse et ainsi donc l'agriculteur pourra économiser une certaine quantité d'azote de synthèse. Alors néanmoins, les rendements restent plus faibles qu'avec les apports d'engrais azotés de synthèse. Alors, une autre réponse passe par les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on peut embarquer des GPS sur les tracteurs et ainsi cartographier les parcelles, déterminer des zones à plus fort potentiel pour en fait moduler, économiser la dose d'azote. Alors, enfin, après donc, ce facteur azote, quelques mots sur l'énergie solaire. Alors, on a tous entendu parler des fermes urbaines et verticales, des projets notamment, ce qui veut dire qu'on sait simuler l'énergie solaire, mais on imagine vite la complexité d'étendre ça à de grandes surfaces et surtout le niveau de consommation supplémentaire en énergie. Alors, il y a un autre outil qui est également la sélection d'espèces, donc encore une fois le recours à la génétique, pour par exemple augmenter la surface foliaire ou l'orientation des feuilles et donc faciliter la photosynthèse. Alors, sur les trois facteurs principaux abordés, on a donc vu que la surface est un facteur limitant. L'eau peut voir son utilisation optimisée, mais dans une certaine mesure. La quantité d'azote, quant à elle, disponible, n'est pas forcément un problème en soi. On a vu qu'il y avait différentes manières de l'apporter et de façon assez efficace. Après avoir abordé donc, ces facteurs de la croissance des végétaux répondant avant tout à un objectif quantitatif, nous allons maintenant évoquer les contraintes qui pèsent sur l'objectif qualitatif de la production agricole. Alors, dans les contraintes qui pèsent, je parlerai en premier lieu des risques sanitaires. Et déjà, quand on parle de sécurité alimentaire, il faut penser à tout ce qui rendra les productions agricoles impropres à la consommation et ou qui impliquera de jeter la production après récolte. L'enjeu est donc aussi bien quantitatif que qualitatif.
Alors, les médias ont tendance à se focaliser sur certains sujets, dont celui des OGM ou encore des pesticides, parce qu'ils sont en fait liés à une action directe et volontaire de l'homme. Mais ils omettent parfois, ou voire toujours, de parler des contaminants naturels qui ne sont pas liés à une intervention de l'homme et qui sont pourtant particulièrement préoccupants. Alors, je vais en citer que deux exemples, limités donc à celui des mycotoxines, qui sont des champignons. Alors, l'une des plus connues, c'est l'ergot du seigle, hein, on le connaît depuis très longtemps. Il a provoqué de nombreux ravages depuis des siècles. Il n'a malheureusement pas disparu, voilà, et notamment des nécroses et ou hallucinations. Alors, il y a beaucoup de mycotoxines, pardon, beaucoup de mycotoxines qui n'ont été identifiées sérieusement que assez récemment, dans les années 60 et 70, et un certain nombre d'entre elles sont désormais classées cancérigènes et ou perturbateurs endocriniens. Alors, comme autre contaminant, j'évoquerai les fruits toxiques de certaines mauvaises herbes. Alors, quelques exemples, la morelle noire hein, qui pousse dans les vignes et les cultures maraîchères, ou encore le datura, et plus récemment donc l'invasion du raisin d'Amérique dans beaucoup de cultures. Alors, pour lutter contre ces contaminants naturels, il existe différents moyens de lutte. Tout d'abord, la rotation des cultures, hein, moyen donc largement utilisé, quasiment systématique, qui vient casser en fait le cycle des champignons, voire des mauvaises herbes. Une méthode tout aussi ancienne, le labour, qui permet par exemple de lutter contre l'ergot du seigle en fait en enfouissant le champignon responsable ou encore en tuant, en éliminant les herbes porteuses de fruits toxiques. Aujourd'hui, ces moyens sont heureusement complétés par la sélection variétale pour des espèces qui sont plus tolérantes aux maladies ou encore par l'utilisation des produits phytosanitaires ou pesticides tels que donc les fongicides dans la lutte contre les champignons, par exemple responsables de l'ergot du seigle, ou encore les herbicides dans la lutte contre les mauvaises herbes. Alors, les menaces sur la sécurité sanitaire existent donc toujours et ne sont pas toujours là, en fait, où on les attend le plus. Hein. C'est ce qu'on a dit. On se focalise sur certains points et on oublie d'autres contaminants. Mais c'est bien la combinaison de l'ensemble des moyens connus à ce jour qui va permettre, en fait, d'y faire face et cela de façon efficace. Je terminerai en parlant de la contrainte sociétale et ou environnementale. Donc, on l'a vu, l'azote, la chimie rendent de grands services dans la production, mais et cela, les médias en parlent quasi quotidiennement, ça génère également des externalités négatives. Pour reprendre donc les pesticides, effectivement, substances chimiques qui, comme beaucoup d'autres, hein, telles que les particules plastiques, peuvent se retrouver dans l'environnement et s'y accumuler. Il y a également donc le ruissellement par les eaux de pluie des engrais azotés, qu'ils soient d'origine naturelle ou de synthèse, et ainsi se retrouver dans les rivières, favoriser le développement de plantes aquatiques et ainsi provoquer l'eutrophisation des rivières. Donc, il y a une demande sociétale d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement et il faut de toute façon y répondre en minimisant les externalités négatives. Autrement dit, l'agronome doit proposer comment optimiser les facteurs de production pour produire plus de qualité et tout en réduisant les externalités négatives en fait à leur plus bas niveau. Mais cette réponse n'est surtout pas, mais la réponse n'est surtout pas simple. Chaque technique employée comporte donc son lot d'externalités.
Si on reprend le labour, hein, donc méthode traditionnelle, qui permet de limiter le recours à la chimie des engrais ou des pesticides, ce labour déstructure le milieu de la faune donc, du sol, pour le ver de terre pour le plus connu, et également est source de dégagement de gaz à effet de serre, tels que le CO2 ou le méthane, lorsqu'en fait on retourne la terre. Donc je dirais que l'écologie, c'est compliqué. Il faut en fait associer tous les moyens de production de façon différenciée, justifiée pour trouver les réponses les plus adaptées. Au cas par cas, il faut penser à tous les aménagements qui peuvent limiter les impacts environnementaux. Je citerai par exemple l'utilisation et la mise en place de zones tampons, hein, que sont donc des bandes enherbées volontairement pour limiter tous les ruissellements, que ce soit des engrais azotés ou encore des produits chimiques vers les rivières. Mais plus généralement, c'est la science et ou la technologie qui vont permettre de minimiser les externalités et ainsi maximiser les rendements. En conclusion, je rappelle donc les principales composantes de notre équation, à savoir utiliser de façon optimale les surfaces agricoles et les ressources en eau, fournir les apports en azote de façon la plus ciblée possible, arriver à des produits effectivement consommables, et bien sûr réduire les externalités négatives à leur niveau le plus bas possible. Donc pour maximiser ces facteurs de production et faire face aux différentes menaces précédemment évoquées, l'agronome dispose en fait de 3 types de solutions: le mécanique combiné aujourd'hui au digital, la chimie, hein, on l'a vu, des engrais ou encore des produits de protection des plantes, et enfin la génétique. Et c'est bien la combinaison de ces solutions qui va permettre de résoudre notre équation. En d'autres termes, la réponse de l'agronome, c'est toujours plus de technologie et de science pour répondre aux défis alimentaires de demain. Et je terminerai enfin en indiquant qu'il est toujours possible de retirer l'un des 3 outils, mais cela impliquerait de modifier nos comportements alimentaires en profondeur et de transformer nos modèles économiques. Mais je vais laisser ce sujet à M. Valurg. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Cyril pour ce premier aperçu déjà très complet. On va déjà prendre quelques questions pour ceux qui en ont. Je vous laisse du coup le signaler par les notifications de Zoom. Oui, Pascal Perzo. Je crois qu'on a une question ici, Monsieur Perzo. Par contre, il faudrait que vous êtes en mute, par contre. Non, je suis désolée, on ne vous entend pas. Est-ce qu'on a une autre question en attendant? Oui, bonjour, Constance Réroll, vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation, mais j'avoue que je suis assez étonnée par cette présentation et par le poids répété à plusieurs reprises de ce facteur chimie, hein. Je ne suis pas non plus une jusqu'au-boutiste de l'agriculture bio, mais au jour d'aujourd'hui, force est de constater que
pour que l'agriculture de demain se développe, il faut repenser l'agriculture. Et c'est ce qui se fait au sein des structures de recherche françaises. Et cette prépondérance de ce rond chimie pour développer la croissance de la production me paraît être à l'inverse de ce qui est fait actuellement. Et je parle en connaissance de cause puisque je suis propriétaire d'un vignoble en Languedoc. Voilà, donc j'émets juste un grand étonnement sur ce facteur qui est présenté. Pour moi, l'importance qui a été donnée est un retour en arrière de plusieurs années et je n'adhère pas. Voilà. Je vous laisse réagir. Oui, alors pour moi, là, bon, on n'est pas effectivement pas forcément sur une question, mais plus sur un commentaire. Bon, alors comme je l'ai dit, hein, l'hypothèse d'une demande encore en croissance, hein, et notamment d'une façon qualitative pour l'ensemble de la planète. Et à ce jour, ça fait partie des outils de l'agronome. Donc je replace bien, hein, c'est qu'en tant qu'agronome, ça fait partie des outils. Et comme je l'ai dit, le défi est bien de répondre donc à cette demande tout en effectivement continuant à minimiser tout impact que toute technique, et je l'ai bien cité, que ce soit la chimie ou que ce soit des techniques ancestrales, hein, telles que le labour, ont leurs externalités. Donc c'est très complexe et c'est vraiment en alliant tous les outils qu'on aura, à mon sens, la réponse la plus juste. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Une question, oui, rebonsoir, François Pelletier. Juste par rapport à ce qui vient d'être évoqué, là, le débat, pour Cyril Delost, finalement, quelles sont les possibilités peut-être réelles de réduire la place de la chimie c'est un peu la question aussi indirecte de Constance Réral, pardon. Voilà, donc, et peut-être que j'ai eu des coupures dans le Zoom, donc peut-être que Cyril Delost l'a précisé, mais je pense que si en 2 mots, il pouvait nous dire un petit peu les possibilités de réduction de la chimie, c'est important. Oui, oui. Alors, donc, j'ai cité quelques exemples, hein, mais il y en aurait bien d'autres, hein. L'intégration, par exemple, ou le retour, parce que c'est vrai qu'on a peut-être eu tendance à un peu trop l'éliminer, mais les légumineuses dans une rotation sont un véritable outil pour l'agronome, par exemple, pour la composante azote. Donc, tout ça, c'est effectivement encore à optimiser, à développer, quasiment à systématiser. Et puis, je l'ai cité à quelques exemples. Donc, il y a la génétique, hein, à travers la sélection de variétés plus tolérantes aux maladies. Mais ce n'est pas noir ou blanc. On ne passe pas du jour au lendemain à des variétés qui sont tolérantes ou résistantes à toutes les maladies. Et puis enfin, les nouvelles technologies, hein, je l'ai évoqué à travers encore le facteur azote. Lorsqu'on cartographie, qu'on identifie le potentiel, alors soit du sol, soit de la culture qui est en train de se développer, on peut aujourd'hui réussir à modifier, à dispenser l'azote de façon la plus juste possible. C'est-à-dire, n'allons pas dépenser, je ne sais pas, la dose 10 sur une zone qui n'est capable d'en absorber ou d'en valoriser que 2. Voilà. Donc, encore une fois, c'est vraiment pour moi la combinaison de tous les facteurs, et on a ce nouveau facteur, alors que j'ai désigné par digital, mais bon, je ne sais pas, on pourrait trouver d'autres termes, enfin l'informatique, voilà, ou le big data qui va nous pousser encore, ou la robotisation. Voilà, il y a des cultures qui ont
qui ont déjà fait ou des instituts qui font déjà travaux énormes sur l'apport de la robotisation pour guider encore une fois des outils classiques, mais on atteint certaines limites, effectivement. Donc, encore une fois, c'est pas noir ou blanc, c'est des nuances de beaucoup de gris qui font qu'on arrivera à un système optimisé, voilà, et avec encore une fois les externalités minimales sur notre environnement. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question avant de passer la parole à Bertrand Valliorgue? Moi, j'en aurais peut-être juste une. Quelle va être, pour rebondir là aussi sur la question de Constance, on parle donc de modes de culture alternatifs, donc on parle du biologique, on parle aussi par exemple de la permaculture. Quelle place pour ces techniques dans l'agriculture de demain? Est-ce que c'est suffisant pour répondre à la demande? Qu'est-ce que l'agronome a à dire par rapport à ces différentes techniques? Alors, l'agriculture, pour moi, est avant tout, en fait, une réponse à un cahier des charges. Hein. C'est effectivement une restriction. Ah, on a perdu Cyril Delost. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant c'est bon, oui. Voilà. Oui, donc sur l'agriculture biologique, c'est effectivement une forme d'agriculture qui effectivement répond à un certain cahier des charges et qui justement donc élimine ou limite donc certains outils, voilà, et effectivement en particulier la chimie. Donc c'est une contrainte effectivement supplémentaire et je dirais un outil en moins pour répondre à ce défi de l'alimentation en quantité et en qualité. Il y a une dernière question qui est dans le chat. On vous demande votre avis sur la génétique et le débat conflictuel sur les OGM. Je pense qu'on s'arrêtera là. Pour la dernière question, c'est la génétique, votre avis sur la génétique et le débat conflictuel sur les OGM. Alors, mon avis, c'est pour ce qui nous concerne et pour ce qui me concerne en tant qu'agronome, c'est comme pour la chimie, du moment que c'est autorisé, si c'est autorisé ou au contraire interdit, je le prends en compte comme outil et pour résoudre cette difficile équation. Mais voilà, il y a des instances qui nous autorisent, qui nous donnent des doses ou des contraintes pour utiliser ou non cet outil et les OGM en font partie. Si demain c'est autorisé par les autorités compétentes, on le rentrera comme outil. Voilà. Merci beaucoup. Je propose de laisser Bertrand Valliorgue faire sa présentation, puis on prendra à nouveau quelques questions après lui. Merci Christelle. Bonsoir à tous. Vous me laissez combien de temps, Christelle? Vous avez, comme Cyril, entre 20 et 25 minutes. Parfait. Alors, je suis très content d'être avec vous. Il ne va absolument pas être question d'agronomie dans mon propos. Vous l'avez évoqué, Christelle, moi je suis en stratégie et en économie et je suis plus spécifiquement, si je devais être plus précis, en économie néo-institutionnelle avec des références que sont Douglas North ou Elinor Ostrom, qui sont des auteurs que j'ai placés au cœur de mon ouvrage. Alors, je suis très heureux de parler de cet ouvrage
avec vous, enfin en tout cas de certaines parties de l'ouvrage avec vous ce soir, pour… Alors moi, ce que j'essaie de faire, ce que j'ai essayé de faire dans l'ouvrage Refonder l'agriculture à l'heure de l'Anthropocène, c'est de tirer à plein l'hypothèse que nous faisons face à un bouleversement du climat, à un dérèglement inédit, totalement inédit à l'histoire de la planète, de notre climat, et ça en conséquence tout un tas d'effets, et en particulier des effets très significatifs sur le secteur agricole. Et c'est de cela dont je vais vous parler ce soir. Alors, je vais résumer l'ouvrage. Je ne vais pas faire une accroche, Christelle, en disant on part d'un problème très concret. J'adopte un autre mode d'accroche. Je commence par aller au cœur de l'ouvrage et quelle est l'idée clé qui est défendue dans cet ouvrage en essayant de susciter de l'intérêt. Et puis, je reviendrai dans un second temps sur les développements, certains développements qui soutiennent la thèse de cet essai universitaire. Premier mouvement, la Terre est malade. La Terre est le système Terre est en phase de dégradation. Et on est à un niveau de dégradation qui amène certains géologues, certains spécialistes à considérer que nous sommes entrés dans une nouvelle époque géologique qui s'appelle l'Anthropocène. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion d'Anthropocène. Bien évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, mais elle est aujourd'hui de plus en plus diffusée dans la communauté des sciences dures, mais aussi dans les communautés des sciences sociales, en sociologie, en philosophie, en économie, en management. C'est une notion qui commence à être pas mal diffusée. Je ne sais pas votre degré de connaissance sur ce niveau d'Anthropocène. À ce stade du raisonnement, considérez qu'il y a un bouleversement irréversible, massif, profond des grands équilibres du système Terre. Par rapport à cette transformation qui impacte négativement les sociétés humaines, la planète, quelque part, c'est équivalent pour elle, mais pour les sociétés humaines, le basculement dans l'ère de l'Anthropocène est problématique. Et c'est problématique notamment au niveau de nos systèmes alimentaires. Ce que nous mangeons, ce que nous allons manger est aujourd'hui questionné. C'est questionné parce que nos systèmes alimentaires pris dans leur ensemble participent à la dégradation du système Terre. Nous avons des systèmes alimentaires létaux au niveau de la planète. Nous avons des systèmes alimentaires qui ont des impacts négatifs, très négatifs, des externalités négatives sur le système Terre. Donc, on a commencé la transition alimentaire pour justement réduire les impacts négatifs de nos systèmes alimentaires sur le système Terre et sur la santé humaine. On n'en parle pas, mais il y a un vrai enjeu de santé humaine également. Il y a la santé de la planète, mais il y a également la santé humaine. Derrière cette transition alimentaire ou cette reconfiguration de notre système alimentaire, bien évidemment, il faut des systèmes agricoles. Il faut des systèmes agricoles qui, eux aussi, vont avoir un impact. Les systèmes agricoles sont à la base des systèmes alimentaires et nous devons avoir des systèmes agricoles ou des pratiques agricoles qui ont un impact positif sur le système Terre. Et cet impact positif, j'appelle ça, à la suite d'autres, l'agriculture régénératrice. Nous devons construire demain nos systèmes alimentaires sur une agriculture régénératrice. Donc, cette agriculture régénératrice, oui, par rapport au propos précédent, oui, elle limite les externalités négatives, certes, mais elle va aussi produire des externalités positives. Et donc, il y a toute une agronomie nouvelle à inventer pour soutenir la trajectoire de l'agriculture régénératrice. Et si nous n'arrivons pas à faire ça, ce qui peut arriver, c'est une sortie de l'agriculture. C'est un abandon de l'agriculture. Vous avez tout un tas de postures philosophiques, théoriques, intellectuelles qui considèrent que l'agriculture a été la pire histoire de l'humanité. On a mis en place un système agricole qui s'est avéré très négatif. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ça, hein, mais c'est des postures philosophiques, théoriques de Jared Diamond, de Peter Singer, par exemple, qui considèrent que nous devons arrêter l'agriculture. Alors ça, c'était des postures dans les années intellectuelles 80-90, pardon. C'est aujourd'hui des réalités. C'est des réalités scientifiques, technologiques, à partir des biotechnologies alimentaires, qui sont dans les laboratoires des universités, qui sont dans les startups et qui sont à deux doigts d'être sur le marché. Donc, vous avez déjà des nouvelles biotechnologies alimentaires qui sont commercialisées. Pas forcément en Europe, mais aux États-Unis, en Asie,
vous avez l'alimentation cellulaire, vous avez de la fermentation. Donc, tout ça pour vous dire qu'il est tout à fait possible que l'on fasse une transition alimentaire sans agriculture et que l'on s'alimente demain, que l'on trouve des sources de protéines de type animal sans avoir recours à l'agriculture. En tout cas, c'est un pari entrepreneurial de déboulonner l'agriculture et en particulier de déboulonner le secteur de l'élevage. Et vous avez des sommes considérables qui sont investies aujourd'hui un peu partout dans le monde, dans la Silicon Valley, en Asie, en Chine et aussi en Europe, pour faire émerger des biotechnologies alimentaires. Et ça avance, ils vont très très vite, ils ont dépassé la preuve de concept, ils sont à 2 doigts de rentrer sur le marché et ils nous prédisent des prises de parts de marché considérables à l'horizon 2030. Donc voilà, la thèse de l'ouvrage consiste à dire qu'il y a un enjeu inévitable qui est aujourd'hui connu de tous au niveau d'une transition alimentaire. On doit faire la transition alimentaire pour la santé de la planète, pour la santé des humains. Ça c'est aujourd'hui assez clair, indiscutable. Et il y a 2 trajectoires. Soit il y a la trajectoire de l'agriculture régénératrice qui nous permet d'avoir une alimentation de qualité qui respecte les équilibres du système Terre, soit on abandonne, ou en tout cas on réduit de manière considérable la part de l'agriculture pour alimenter les humains demain. Donc on est à un carrefour aujourd'hui, la décennie 2020 est un carrefour où est-ce qu'on va sur les biotech alimentaires ou est-ce qu'on va sur une agriculture régénératrice? Et je ne sais pas si les 2 sont réellement compatibles. Voilà, et donc moi, la thèse de l'ouvrage, vous avez compris, l'ouvrage s'appelle « Refonder l'agriculture à l'heure de l'Anthropocène ». Il ne s'agit pas de fonder les biotechnologies à l'heure de l'Anthropocène. Donc, mon propos est essentiellement sur la ligne du haut et en particulier, comment faire émerger cette agriculture régénératrice. Et je fais des propositions institutionnelles, politiques en fait, hein, dans mon ouvrage. Moi, bien évidemment, j'ai regardé ce qui se faisait en agronomie, mais je ne fais pas une théorie agronome de l'agriculture régénératrice. Je vais sur comment on va vers cette trajectoire agricole pour nourrir les hommes et réparer le système. Un tout petit mot sur l'Anthropocène. Je vais essayer d'aller vite parce que le temps file et je ne veux pas trop passer non plus de temps, mais c'est le contexte dans lequel on est. L'Anthropocène, la planète, 4,5 milliards d'années, vous avez tous des souvenirs à l'école. On sait qu'il y a eu des périodes géologiques, on sait qu'il y en a eu plus de 25 aujourd'hui périodes géologiques. Et à chaque période géologique, le système Terre a une physionomie particulière. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de glace, il y a très peu de glace. Il y a certaines périodes géologiques durant lesquelles il n'y a eu absolument plus de glace au pôle Nord et au pôle Sud, parce qu'on avait un état très chaud, un système de fonctionnement de la planète où il faisait très chaud et il n'y avait plus du tout de glace. Il y a un auteur, un chimiste de l'atmosphère qui s'appelle Paul Crutzen, qui est Nobel de chimie de 1995, qui dit « On a émis tellement de gaz à effet de serre, on rejette depuis 200 ans tellement de gaz à effet de serre, on a concentré tellement de gaz à effet de serre dans l'atmosphère que inévitablement, cette concentration de CO2 dans l'atmosphère va bouleverser les équilibres du système Terre. C'est toute la planète qui va être transformée. On ne va pas seulement assister à une augmentation des températures, on va assister à une transformation de notre planète et à un niveau de transformation tel qu'on va rentrer dans une nouvelle époque géologique. Et Crutzen nous dit, comme c'est les hommes qui sont à l'origine de cette transformation, comme c'est les activités anthropiques, les activités de l'homme qui sont à l'origine de cette transformation du système Terre, je propose de nommer cette époque l'Anthropocène, sachant qu'en grec, vous vous rappelez peut-être qu'en grec, anthropos, homme se dit anthropos, l'âge de l'homme, l'Anthropocène. Et ça a un impact, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet Anthropocène, c'est un bouleversement. Donc, c'est un bouleversement de l'atmosphère qui se réchauffe, plus de gaz à effet de serre, mais c'est tout un tas de processus chimiques et biochimiques dans l'atmosphère qui évoluent, c'est ce qu'a compris Crutzen. Ça change la composition de l'atmosphère, ça change la composition de la croûte terrestre, et ça change toutes les conditions, toute la biosphère en réalité. Ça change la vie sur Terre, ça change la vie des animaux, des mammifères, ça change la vie des plantes, des végétaux, ça change la vie des insectes, ça change la vie des micro-organismes. Donc, si vous voulez, ce qui est très important de comprendre, c'est que notre planète
on est bien au-delà du changement climatique, on va rentrer dans une nouvelle époque géologique qui s'appelle l'Anthropocène. Et donc, pour moi, c'est important de dire cela parce qu'on ne vit pas une crise climatique, on ne vit pas un réchauffement climatique. Enfin, on vit ça, mais derrière, c'est quelque chose de beaucoup plus systémique, irréversible et important auquel notre génération et les générations futures vont devoir faire face. On est dans un bouleversement irréversible du système Terre et on rentre dans une nouvelle époque géologique. Et je pense que ça signifie bien ce que ça doit signifier. Une nouvelle époque géologique, c'est une transformation très importante du système Terre. Voilà le contexte général. Donc, ce n'est pas plus 2 ou plus 4 degrés, si vous voulez. C'est au-delà de plus 2 ou de plus 4 degrés à l'horizon 2100, quels vont être les contours du système Terre, quel va être l'état de la planète à ce moment-là. Parce que ces 2 degrés, ils ont des conséquences considérables, même, qui dépassent l'entendement humain, qui vont transformer les équilibres du système Terre. Voilà, j'arrête le petit cours de géologie, mais sachez que c'est dans ce contexte-là, l'Anthropocène, que je pense qu'il faut situer les enjeux agricoles, évidemment, alimentaires, économiques, de mobilité, de durabilité. Et vous avez toute une bibliographie aujourd'hui pour mieux comprendre et cerner cette notion d'Anthropocène. Alors, Anthropocène et agriculture, je ramène ça à notre sujet. Ça veut dire quoi? Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que cette nouvelle époque géologique qui se met en place, elle n'est pas favorable à l'agriculture à l'échelle planétaire. Elle rend l'activité agricole de plus en plus compliquée, de plus en plus coûteuse, voire impossible dans certaines régions du monde. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce nouveau régime climatique qui s'installe, cet Anthropocène, l'agriculture est la première victime. Et qui dit agriculture dit système alimentaire, et qui dit système alimentaire dit souveraineté alimentaire. Et donc, il faut bien comprendre que ce qui est en train de se passer attaque notre souveraineté alimentaire parce que nos systèmes agricoles sont fragilisés. La base de nos systèmes alimentaires est fragilisée parce que l'activité agricole est fragilisée. Ça se repère à 3 niveaux. Moi j'identifie 3 conséquences de cet Anthropocène, de ce nouveau régime climatique sur l'agriculture. Premier élément, des risques, des aléas climatiques et des aléas biologiques. Les plantes et les animaux ne se comportent pas de la même manière parce qu'ils sont exposés à de nouveaux contextes climatiques, à de nouveaux contextes pédoclimatiques, à des sécheresses, à des gels tardifs, à des reprises végétales précoces. Donc, si vous voulez, il y a toujours eu des risques en agriculture, donc les risques anciens sont toujours là, mais ils sont plus intenses et il y en a des nouveaux. Donc, premier effet de l'Anthropocène, de ce nouveau régime climatique, plus de risques pour le monde agricole. Et le risque, vous comprenez bien que pour un agriculteur, le risque, c'est une perte pure et simple de production. On a bien vu là ce qu'on vient de vivre à partir des gels du mois d'avril, c'est zéro. C'est-à-dire que l'agriculteur, le maraîcher par exemple, ne va rien produire parce que ces plantes ont été gelées. Donc, un risque pour un agriculteur ou une agricultrice, ça veut dire aucune production à la fin de l'année. Et qui dit zéro production pour un agriculteur, dit très peu de choses, moins de choses pour le consommateur. Donc, comprenez bien que la question du risque, parce qu'on est habitué, le risque en entreprise, on fait face à des risques, on apprend à les gérer, mais à l'échelle d'une exploitation agricole, un risque qui n'est pas traité ou quand ça se passe très mal, c'est une perte totale des revenus et de la production. Deuxième effet de l'Anthropocène, c'est de l'incertitude. Incertitude radicale, incertitude fondamentale, c'est-à-dire que dans 10 ans, est-ce qu'on peut faire du blé en Limagne? Est-ce qu'on peut faire du blé de manière rentable en Limagne? Ce n'est pas sûr. C'est historiquement une plaine très fertile où on a obtenu de très beaux rendements. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire des betteraves? En France, ce n'est pas sûr, parce que le nouveau climat qui s'installe rend les choses beaucoup plus compliquées. Et donc, les agriculteurs qui aiment bien se projeter sur le long terme, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, moi, je ne sais pas dire si aujourd'hui, en Limagne, en 2030, on peut faire du blé. Je ne sais pas dire si en France, en 2030, on pourra continuer à faire des betteraves. Ça, c'est de l'incertitude. Et que doit faire un agriculteur qui pilote sa structure quand il ne sait pas si dans 10 ans, il pourra continuer à faire ce qu'il a fait depuis toujours? Eh bien, ça, c'est un facteur de stress et d'indétermination
très important pour nos agriculteurs. Donc, le nouveau climat, le nouveau régime climatique génère une incertitude, ce qui veut dire qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils doivent faire aujourd'hui pour faire fonctionner leur exploitation agricole. Troisième effet, effet politique, effet sociétal, le changement climatique crée des angoisses, crée des doutes et crée de la critique qui s'adresse frontalement, parfois brutalement, très brutalement même, au secteur agricole, qui est accusé, parce que l'agriculture participe effectivement à émettre des gaz à effet de serre, et vous avez un activisme qui se développe pour cibler l'agriculture et exiger des transformations, des évolutions sur des échelles de temps très très courtes. Donc, on voit aussi qu'il y a des conséquences agronomiques, évidemment, du nouveau régime climatique, mais ça a aussi des conséquences sociétales. Aujourd'hui, les agriculteurs, d'une manière générale, sont attendus sur un certain nombre de solutions et les opérateurs de l'industrie agroalimentaire sont attendus pour avoir un minimum d'impact et proposer même des solutions pour réparer le système Terre. Je vais y venir juste après. Mais comprenez que ça nourrit l'activisme et que ça nourrit des mouvements sociaux, des mouvements politiques qui s'attaquent et qui contestent le secteur agricole. Alors, face à ça, je résume ça en équation simpliste, mais je crois que ça résume bien mon propos. Anthropocène égale multiplication des risques, égale incertitude, égale plus des mouvements sociaux. Donc, vous voyez, on a un secteur, quand je disais tout à l'heure en début de ce chapitre que l'agriculture était la première victime, et bien voilà les manifestations victimaires, ou en tout cas, voilà à quel niveau se situent les difficultés du monde agricole aujourd'hui, des risques, de l'incertitude et des mouvements sociaux, ce qui fait qu'évidemment, le statu quo est totalement impossible. Il est impossible de faire comme avant ou de reproduire les recettes du XXe siècle. L'agriculture doit inévitablement se réinventer. Elle doit se réinventer parce que la société l'exige et elle doit se réinventer également parce que ses fondamentaux sont en difficulté. Donc, il est nécessaire de repenser une nouvelle agriculture. J'ai appelé ça, moi, refonder l'agriculture. Et à partir de quoi? À partir d'une agriculture régénératrice. Et c'est mon propos qui vient. Alors, je résume ça comme ça. Je dis demain, l'agriculture doit nourrir les hommes et les femmes, doit nourrir les humains. Très bien, c'est ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle fait depuis 10 000 ans. Mais il n'est plus du tout possible que nourrir les humains se fasse à n'importe quel coût environnemental. Au contraire, il faut que nourrir les humains se fasse avec des effets positifs sur le système Terre. Et c'est ce que j'ai appelé dans mon deuxième terme de la phrase, là, c'est réparer la planète ou régénérer le système Terre. Donc, il nous faut inventer ensemble, collectivement, une agriculture nourricière, mais également une agriculture réparatrice. Il n'est plus possible même si on limite les externalités, il faut qu'elles soient compensées par tout un tas d'externalités positives pour réparer le système. Et ça, alors je vous le redis différemment parce qu'il y a quelque chose de très important à comprendre. Donc, oui, l'agriculture doit réduire ses effets, atténuer ses effets. Ça, on l'a compris. Mais ce qui est aussi très important de penser, c'est d'adapter nos systèmes et d'anticiper les systèmes agricoles par rapport à ce nouveau contexte climatique. Donc, il faut marcher sur deux jambes, la jambe de l'atténuation et la jambe de l'adaptation. C'est-à-dire qu'il faut une nouvelle agriculture qui soit en capacité de s'adapter au nouveau régime climatique. Et ça passe, si vous voulez, la synthèse, thèse, antithèse, la synthèse peut être faite à partir de l'agriculture régénératrice. Parce que cette agriculture régénératrice, elle, en même temps, elle atténue et en même temps, elle permet d'adapter. Elle permet de projeter les agriculteurs sur le long terme et sur un nouveau régime pour faire face au nouveau régime climatique qui s'installe. Donc, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, c'est assez séparé la branche atténuation et la branche adaptation. Il y a deux silos et à mon avis, là, il faut casser les deux silos et faire converger les logiques d'atténuation et les logiques d'adaptation. Et ça, l'agriculture régénératrice peut le faire, sait le faire et est en mesure d'apporter les solutions nécessaires. Donc, c'est quoi l'agriculture régénératrice? Les grands principes. Donc, c'est une agriculture nourricière, mais également une agriculture qui va régénérer le système Terre. Et quand je dis régénérer le système Terre, c'est 4 choses en particulier. C'est l'eau, l'air, le sol et la biodiversité.
Donc, le système Terre est composé de ces 4 éléments, atmosphère, lithosphère, hydrosphère et biosphère. Eh bien, l'agriculture régénératrice, elle va avoir un impact positif sur ces 4 éléments que sont l'eau, l'air, le sol et la biodiversité. Voilà les principes. Après, je n'aurai pas le temps ce soir de rentrer dans la technique agronomique, mais comprenez que cette agriculture régénératrice, elle est nourricière des humains et réparatrice de l'eau, de l'air, du sol et de la biodiversité. Il y a plein de manifestations concrètes aujourd'hui de cette agriculture régénératrice. Vous avez en bas à droite l'agroforesterie. Vous avez en haut à gauche ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols. Vous avez des retenues collinaires où il y a des stockages de l'eau, mais en même temps, les bassins de stockage font revenir de la biodiversité. Puis vous voyez, il y a des haies autour. Vous avez de la production d'énergie en circuit court, où on reprend certains éléments, notamment en élevage, les bouts d'élevage pour faire de l'énergie. Donc, derrière l'agriculture régénératrice, comprenez bien c'est une famille, différentes familles de pratiques qui permettent d'avoir un impact positif sur le système Terre. On peut mettre la permaculture, on peut mettre l'agriculture biologique. Il y a aujourd'hui des savoir-faire agronomiques et agricoles qui se développent et qui vont clairement dans cette direction. Cette agriculture régénératrice, elle est aussi reprise par la région Bretagne, qui souhaite la développer. Elle est reprise, elle a été de manière assez pionnière d'ailleurs par Danone. Danone a beaucoup communiqué à partir des années 2015 sur la nécessité d'avoir une agriculture régénératrice. Elle est reprise par Nestlé très récemment. Elle est reprise par certains opérateurs du monde coopératif agricole, notamment par Vivesia, qui a lancé tout un programme pour avoir des sols vivants. Donc, vous voyez, c'est une réalité agronomique, c'est des réalités agronomiques, et c'est en train de devenir des réalités commerciales et industrielles. Toute la question, et c'est là-dessus que j'ai passé pas mal de pages dans l'ouvrage, c'est comment faire émerger cette agriculture régénératrice, comment bifurquer et prendre la trajectoire de cette agriculture régénératrice. Et dans l'ouvrage, je fais 4 propositions. Je dis qu'il faut que l'on redéfinisse l'activité agricole dans le droit rural. Aujourd'hui, on n'a pas la bonne définition. On a une définition trop productive, trop basée sur l'acte de production et pas assez sur les effets et les interactions avec le système Terre. Donc, je propose une certaine redéfinition de l'activité agricole pour qu'on donne des spécificités, pour qu'on redonne des spécificités. On dit souvent l'agriculture, c'est toucher au vivant, mais c'est très vrai et c'est tellement vrai qu'il faut qu'on le dise dans le droit pour que justement nos agriculteurs manipulent, respectent le vivant, qu'on les aide à faire cela. Ça, c'est un premier élément, donc une transformation, je dirais, au niveau du droit, de repenser ce qu'on appelle l'activité agricole, aller vers un nouveau statut d'entreprise agricole à mission pour qu'on soutienne toutes les initiatives qui vont aller vers une régénération du système Terre, pour que les agriculteurs s'engagent dans leur projet d'entreprise agricole à avoir cette mission et qu'on les accompagne. C'est aller vers des nouveaux outils de gestion. C'est également développer toute une comptabilité agricole environnementale. Alors, ce soir, je n'ai pas le temps. Là. En 20 minutes, ce n'est pas possible de vous développer ces 4 points. Ils sont dans l'ouvrage. Il y a le chapitre 5 et 6, même 4, 5 et 6 sont entièrement consacrés à ces solutions que je propose. Bon, ce que vous devez comprendre, peut-être ce qu'il faut retenir au-delà de ces positions spécifiques et de ces idées de réforme particulières, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a besoin d'une réforme institutionnelle de grande ampleur. Si on a que des petites réformettes, des choses incrémentales, on ne prendra jamais la trajectoire de l'agriculture régénératrice. On doit mettre un grand coup de pied dans la fourmilière institutionnelle pour aider les agriculteurs, pour soutenir les agriculteurs, pour partir vers la trajectoire, pour les soutenir dans la trajectoire de l'agriculture régénératrice. Et donc, on doit toucher un certain nombre d'institutions. Alors moi, je fais ces 4 propositions-là, mais il peut y en avoir bien évidemment d'autres. Mais retenez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'inertie dans le système et que le système a besoin d'être aidé et a besoin d'être réformé à travers des solutions de grande ampleur, des solutions institutionnelles de grande ampleur. Donc, une nouvelle comptabilité agricole, qui est
qui pourrait être un vrai bouleversement, une révolution. Vous le vivez peut-être dans vos entreprises d'ailleurs. Il y a plein de débats aujourd'hui sur la comptabilité environnementale dans toutes les entreprises. Ce débat est aussi présent dans l'agriculture. Si on avait une comptabilité environnementale bien faite, on pourrait changer beaucoup de choses au niveau des pratiques et opérer un changement de trajectoire. Donc, il faut trouver des idées, des pistes institutionnelles fortes pour pouvoir faire émerger cette agriculture, ou si vous voulez, ces agricultures régénératrices. Voilà, je ne peux pas détailler ce soir, c'est dans l'ouvrage si ça vous intéresse, mais je peux aussi répondre. Pour conclure mon propos et respecter le temps imparti, qu'est-ce que je peux dire? C'est que, là, si je vous ai fait comprendre ça ce soir, c'est très important pour moi dans mon message pédagogique, c'est qu'on ne traverse pas une crise climatique, mais un bouleversement des équilibres du système Terre. On est en train de rentrer dans une nouvelle époque géologique. Et ça, c'est pas rien. C'est vraiment un changement très important dont il faut que nous prenions conscience. Parce que nos concitoyens se disent, oui, bon, ben, plus 1, plus 2 degrés, écoutez, l'hiver, on a l'habitude, on a des températures, toute la journée, on est à moins de 5 degrés, et puis en été, on est habitué à des températures de 35 degrés. Oui, ben, finalement, donc on sait vivre avec des amplitudes de plusieurs dizaines de degrés. Pourquoi vous vous angoissez avec vos plus 2 degrés alors que sur une année, on sait faire face à des variations de 30 degrés. Donc, parfois, nos concitoyens se disent, bah, oui, 2 degrés, bon, c'est rien. En fait, c'est juste énorme. C'est juste énorme parce que ça transforme tous les équilibres du système Terre et ça nous fait rentrer dans une époque géologique. Donc, il faut bien nommer les choses. Et bien nommer les choses, je crois que l'Anthropocène est très utile à cet égard. Deuxième élément, nos systèmes alimentaires, notre agriculture, alors ils sont co-responsables des dérèglements climatiques, mais ils sont surtout directement victimes. Et moi, je passe mon temps à dire, oui, il y a une co-responsabilité du secteur agricole, c'est certain, mais s'il y a un secteur aujourd'hui qui est très fragilisé par ce nouveau régime climatique, c'est le secteur agricole. Et donc, on doit aider nos agriculteurs à s'adapter. Sinon, ils ne vont pas y arriver. Et si eux, ils n'y arrivent pas, nous n'allons pas manger. Je crois que l'équation, elle est assez simple. Malheureusement, je le dis un peu brutalement, mais c'est bien ça qui est en jeu. Bon, pour l'agriculture, c'est plus d'aléas climatiques et biologiques, plus d'incertitudes, plus de contestations sociales, je vous l'ai dit. Moi, la seule trajectoire qui semble tenir la route aujourd'hui, c'est celle de l'agriculture régénératrice. Donc, agriculture qui a un impact positif sur le système Terre. Donc, on atténue les effets négatifs et on produit des effets positifs. Et c'est pour cela que je considère que moi, l'agriculture, si on va vers une agriculture régénératrice, ça fait partie non pas des problèmes, mais des solutions de demain. Des solutions pour faire face à ce nouveau régime climatique. Parce que l'agriculture peut stocker de l'eau, parce que l'agriculture peut stocker du carbone, et elle peut nous rendre plein de services écosystémiques dont nous avons besoin pour vivre. Donc, l'agriculture, oui, il y a un problème agricole aujourd'hui, mais l'agriculture fait partie des solutions. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il nous faut un nouveau projet politique. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas compris on n'a pas assez compris que nos systèmes alimentaires, notre agriculture, c'était quelque chose de politique. On a livré notre agriculture au marché, on a libéralisé et on n'a plus de projet politique. On n'a plus de projet politique agricole en France, on n'a plus de projet politique agricole en Europe. Et je crois qu'il faut qu'on se réveille sur la décennie 2010 et qu'on prenne conscience de la nature politique de notre agriculture et de notre alimentation et qu'on a besoin de bouger et de secouer les institutions pour aller vers cette trajectoire de l'agriculture régénératrice. Voilà. Alors, Christelle, en 20 minutes, c'est court. Hein. J'ai fait de mon mieux pour être très synthétique. Je n'ai pas pu tout développer, mais vous avez, je crois, le canevas général de l'ouvrage, le point de départ, la piste de l'agriculture régénératrice qui nous semble être indispensable et des voies de réforme. Alors, les voies de réforme, moi, j'ai donné 4 idées. Je n'épuise pas le sujet, bien évidemment. Il y a d'autres possibilités, et nécessairement. Et j'espère qu'on va aller vers cette trajectoire et que d'autres vont pouvoir aussi alimenter. D'ailleurs, moi, je ne suis pas le seul à dire cela, bien évidemment. Hein. Je complète d'autres propos. Voilà, je m'arrête ici et je suis à votre écoute si vous avez un certain nombre de questions ou de réactions par rapport à mon propos. Merci beaucoup Bertrand pour cette présentation déjà assez complexe de votre ouvrage.
Merci aussi pour cette approche qui est très complémentaire de la première, puisqu'on replace vraiment les questions agronomiques dans un cadre beaucoup plus global en s'attaquant aussi à la question des politiques économiques. Alors, il y a pas mal de questions qui ont été communiquées via le chat. Alors, la première, sur la question des produits alimentaires de synthèse. Donc je lis, j'ai entendu parler des startups qui cherchent à refabriquer des produits alimentaires ex nihilo. Comment contrer ce message, entre parenthèses, délirant pour moi? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas que des startups. Donc, il y a des startups, mais c'est des startups qui sont très richement dotées. Et donc, c'est des startups qui lèvent des centaines de millions de dollars. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des startups. En tout cas, c'est des startups riches et très riches. Donc, il y a ces nouveaux acteurs, mais vous avez également les géants de l'agroalimentaire qui sont, si je puis dire, sur le coup. En tout cas, vous avez l'américain Tyson Foods qui est dessus, vous avez Nestlé qui est dessus, vous avez ADM, Archer Daniel Midland, vous avez Cargill, vous avez tous les gros en fait. Vous avez tous les gros de l'agroalimentaire qui se diversifient, en tout cas, qui lancent des projets autour des biotech alimentaires. Et puis, vous avez des fonds souverains, vous avez des États qui sont derrière. Donc, vous avez évidemment la cité-État de Singapour qui a fait beaucoup parler d'elle en 2020, mais vous avez en Israël, vous avez des soutiens publics de très haut niveau pour certaines startups. Donc, c'est tout un enfin, mon analyse me conduit à dire que nous avons aujourd'hui toute une industrie qui est en train d'émerger. Donc, on est au début des années, on est dans les années 90 par rapport à l'industrie du numérique, en tout cas, c'est ce qu'ils nous racontent. Ils nous disent, rappelez-vous les années 90, on a vu apparaître Internet et le développement de tout un tas d'acteurs qui ont bouleversé notre vie. Et l'histoire qu'ils nous font, le storytelling qu'ils nous font, c'est qu'aujourd'hui, on est très nombreux, on est très riches, très richement dotés, et vous verrez que d'ici 2030, on aura bouleversé votre alimentation. Donc ça, c'est première partie de réponse, c'est que attention, c'est un mouvement de fond avec des gens richement dotés. Et deuxième élément, comment les contrer? Comment les contrer, je ne sais pas. Comment les contrer? Il faudrait déjà qu'il y ait un débat qui émerge. Il faudrait que l'on en parle, que l'on alerte nos concitoyens. Il faudrait également que l'Europe sorte de l'ambiguïté par rapport à ce sujet, parce que l'Europe aujourd'hui fait la promotion des biotechnologies alimentaires à travers notamment le règlement Novel Food, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il y a une expression que vous connaissez peut-être, c'est qu'il ne faut pas sortir, quand on sort de l'ambiguïté, c'est à ses dépens. Mais je crois que c'est exactement ce que c'est en train de faire le monde des biotech alimentaires, c'est qu'ils cultivent des ambiguïtés et qu'ils vont essayer de les cultiver le plus longtemps possible pour avancer, prendre des positions sur des marchés, pour avoir des soutiens. Et quand la société civile va se réveiller, il sera trop tard. Donc, bon, je ne réponds pas vraiment à votre question, mais je crois qu'ils ont un coup d'avance, et un sacré coup d'avance. Mais ça, moi en tant que chercheur, si vous voulez, je dis ça, mais après, mon rôle, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, mais il faudrait qu'il y ait une mobilisation plus ferme, plus dure des acteurs pour éclairer les débats sur ce sujet. Merci Bertrand. Si on prend une autre question rapidement, donc celle de Gaël Keinec, je serais quand même tentée de questionner la probabilité de cette agriculture régénératrice pour revenir donc à la solution dont vous parlez dans votre ouvrage. On ressent bien son intérêt, mais peut-on croire en ce miracle? Mais oui, mais alors par principe, il faut douter. Donc moi, je reçois cette question comme très bonne en fait, parce qu'il faut en agriculture, il n'y a jamais de solution miracle, rien n'est simple, donc, comme dans beaucoup d'autres secteurs d'ailleurs. Et donc, les promesses de l'agriculture régénératrice, il faut les mettre à l'épreuve, il faut les mettre en doute, il faut les mettre en discussion. Ce qui est certain, par contre, c'est que
aujourd'hui ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols, c'est-à-dire des agriculteurs qui arrêtent la chimie et qui arrêtent le labour et qui cultivent la biodiversité pour régénérer les sols. Eh bien, ils ont inventé ça en dehors des instituts et ils ont fait la preuve de concept. Et ils arrivent à faire des choses aujourd'hui qui sont incroyables et qui étaient impensables en 2010. Alors, bien sûr, ils ont besoin de glyphosate aujourd'hui. Hein. Je ne dis pas qu'ils ont supprimé 100% la chimie, hein, mais ils sont arrivés à des niveaux de suppression de la chimie très importants. Ils ont réduit considérablement la mécanisation et l'utilisation donc d'énergie fossile. Bon, c'est un vrai motif, alors d'espoir, je ne sais pas, mais c'est de vraies innovations et ils apportent des choses très concrètes et ils ont dépassé la preuve de concept. Et vous avez plein de… Là aussi, il y a des écosystèmes qui se développent et qui leur permettent d'être encore plus intelligents, encore plus innovants pour aller vers cette agriculture régénératrice. Donc, ce n'est pas qu'un slogan. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas qu'un slogan. Ce n'est pas que quelque chose de théorique, un horizon, c'est aussi ça, mais c'est aussi des réalités très pratico-pratiques, c'est déjà des réalités agricoles. Merci. Pour continuer sur ce sujet, la question Gwenolé, donc la place de cette agriculture régénératrice dans les politiques agricoles et notamment de la PAC. Eh bien, totalement absente. Aujourd'hui, la PAC, le système PAC, la PAC a été construite dans les années 60-70 comme un outil de sécurisation de nos besoins alimentaires. Et qu'est-ce que ça voulait dire, sécurisation? C'était baisser le coût de l'alimentation en France et en Europe pour que tout le monde arrive à manger à sa faim. Donc, l'idée de la PAC, c'est une politique de compétitivité agricole. Bon, évidemment, à partir des années 90, vous savez, on a deux piliers dans la PAC. On a un pilier, les parties des aides qui sont là pour compenser des prix trop bas. Et puis, vous avez une deuxième partie des aides c'est le pilier environnemental qui est pour aller vers des mesures agroécologiques hein, ou des mesures environnementales. Mais si vous voulez, la PAC, elle est dans une ambiguïté depuis maintenant 30 ans, où à la fois, elle est dans une logique de compétitivité où on se moque des questions environnementales, et puis, mais en fait, on ne s'en moque pas tant que ça, on va essayer de les réparer avec tout un tas d'aides. Mais donc, voilà l'état de la PAC. Et la PAC n'a pas de projet agricole aujourd'hui. La PAC ne sait pas dire quelle agriculture elle veut. Alors, elle va dire de manière très consensuelle, on veut une agriculture durable, on veut une agriculture avec performante économiquement, socialement, et d'un point de vue environnemental. Mais ça ne fait pas un projet agricole. Donc, on n'a pas, la PAC est toujours enfermée dans des contradictions, dans des atermoiements. Et l'Europe aussi, la PAC et l'Europe, mais si vous voulez, les débats, aujourd'hui, la PAC, les débats sur la PAC, ils ne sont pas au niveau des enjeux. Ils ne prennent pas suffisamment. Alors, il y a des choses. Le Parlement, d'ailleurs, vous voyez bien que le Parlement rattrape la Commission sur ses propositions en matière d'agriculture, parce qu'il trouve que justement, la PAC n'est pas assez ambitieuse sur les enjeux environnementaux et le nouveau régime climatique. Donc, on a un problème avec la PAC et c'est en même temps un levier très puissant pour faire bifurquer. On ne peut pas faire sans la PAC. Merci Bertrand. Je reprendrai peut-être une autre question. Alors, on était revenu sur la question de la viande artificielle, de la nourriture artificielle. Alors, deux questions. Quelle place pour l'élevage bovin dans 10 ans dans le monde? Et puis, quelle est l'équation énergétique de cette nourriture artificielle? Combien est-ce qu'il faut qu'on injecte d'énergie? D'où est-ce qu'elle vient pour fabriquer pour la fabriquer? Oui, eh bien, ça, c'est également deux bonnes questions. Alors, au début, là, il y a 2 ans, là, quand on regardait ce que disaient les acteurs des biotechnologies alimentaires, ils nous disaient en 2030,
on a 50% des parts de marché. Bon, c'est leur ambition. Je ne sais pas où ils en seront. Donc, ils ont réduit, ils ont compris que c'était peut-être pas le meilleur moyen de communiquer parce qu'il y avait quand même pas mal de gens qui vivaient de l'agriculture, de l'élevage, et que dire qu'on allait prendre 50% du marché, c'était lever des boucliers et faire face à des contraintes dont ils n'avaient pas forcément besoin. Donc, ils sont un peu moins, je dirais, ambitieux sur la prétention à prendre des parts de marché. Donc, ils sont plutôt 30%, 50% à l'horizon 2030. Et puis, ils disent, oui, mais ça, on va cohabiter. Hein. Bien sûr, il y aura les deux systèmes qui vont vivre simultanément. Il ne s'agit pas d'arrêter complètement l'élevage, mais de proposer de nouvelles solutions. Bon, voilà, si vous voulez, ils ont mis de l'eau dans leur vin, ils ont atténué le discours. En réalité, les prétentions, elles sont hégémoniques, c'est-à-dire que tant qu'il y aura des parts de marché à prendre, ils les prendront. Si demain, le consommateur accepte des burgers chez McDonald's ou ailleurs, peu importe, dans les fast-foods qui sont cellulaires, ça sera 100% chez McDonald's, parce que ce sera plus simple pour eux, ça sera moins cher, et ils vont y aller. Donc, voilà, aujourd'hui, ils sont plus modestes par rapport à il y a 3-4 ans, quand ils avaient besoin de lever des fonds, donc ils montraient qu'ils étaient au niveau de la révolution, donc ils affichaient fort. Maintenant, ils ont eu les fonds, ils sont plus, un peu plus sur la retenue. Ensuite, le bilan énergétique, ça, c'est la vraie bonne question. C'est-à-dire qu'eux, ils nous promettent une solution parce qu'ils nous disent, regardez l'agriculture, les impacts que ça a. Si on supprime l'élevage, on supprime tout un tas d'externalités, puis en supprimant l'élevage, on supprime l'alimentation de l'élevage qui a aussi également un impact très fort. Et en supprimant ce maillon-là, vous vous rendez compte de toutes les économies de gaz à effet de serre que nous faisons. Donc ça, c'est la promesse. Et puis, la seconde question à laquelle ils ne répondent pas ou difficilement, c'est quel est réellement votre rendement énergétique. C'est-à-dire qu'eux, ils ont besoin de bioréacteurs, donc ils ont besoin d'électricité. Ils ont aussi besoin de composants pour faire croître les cellules. Ils ont forcément des déchets qu'il va falloir retraiter. Pour faire croître les cellules, il faut des hormones de croissance. Est-ce qu'elles ne passent pas dans l'alimentation humaine ensuite? Ça, c'est la question, ils n'y répondent pas. Donc, voilà, ça c'est des bonnes questions qu'il faut leur poser et auxquelles ils répondent très difficilement aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai du mal à avoir les réponses sur les rendements énergétiques, les effets à long terme, les risques associés à ce mode de production de l'alimentation. Voilà, c'est pour ça, à mon avis, qu'il faut ouvrir un débat très vite pour qu'il y ait un débat, une compréhension la plus éclairée possible sur ces biotechnologies alimentaires. Et je voudrais aussi souligner sur ce point-là que l'alimentation cellulaire, ce n'est pas forcément celle qu'il y aura demain. Ce n'est pas forcément cette solution qui va s'imposer. Moi, je crois plus à ce qu'on appelle la microfermentation. Et la microfermentation, ça consiste à incorporer dans une bactérie des gènes, par exemple. Ce qu'ils font aux États-Unis, c'est qu'ils prennent la séquence de codage du lait dans une vache laitière. Donc, effectivement, il y a une séquence génétique qui code la production de lait. Ils prennent cette séquence génétique et ils l'insèrent dans une bactérie, dans Escherichia coli. Ils mettent Escherichia coli dans un bioréacteur et Escherichia coli fait du lait de vache. Du vrai lait de vache. Enfin, du vrai lait de vache. C'est pas du vrai lait de vache puisque ce n'est pas produit par la vache, mais produit du lait. Et là, il y a des progrès énormes qui sont en train d'être faits sur ce qu'on appelle la microfermentation à partir de micro-organismes génétiquement modifiés. Et ça, je pense qu'il y aura une acceptation sociale peut-être un peu plus forte, il me semble. Et derrière, ils vont sans doute arriver à faire des choses inédites, totalement inédites. Donc, retenez bien qu'il y a plusieurs biotechnologies alimentaires. Il y a eu, de manière médiatique, il y a eu beaucoup l'alimentation cellulaire, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a plein de biotech alimentaires qui sont en train d'émerger. C'est pour ça qu'ils parlent d'une industrie qui va bouleverser notre alimentation. C'est parce qu'il y a plein de gens, il y a plein de solutions qui émergent. Merci.
On va prendre peut-être une dernière question, peut-être celle d'Emmanuel Leroy, qui pose la question de l'incidence sur les coûts de production. Je pense qu'elle vaut autant pour la question de l'alimentation artificielle que de celle de l'agriculture régénératrice au sens très large du terme. D'ailleurs, je ne sais pas si on veut rentrer dans le détail de ces solutions-là. Non, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut sortir de la logique de déflation sur le prix des matières premières alimentaires. Il faut que les prix de l'alimentation augmentent. Il faut qu'ils augmentent de manière raisonnable, hein, évidemment, et lissés sur un temps long. Mais on ne peut pas continuer en agriculture à rechercher une alimentation au prix le plus bas possible. Parce que c'est l'environnement qui paye, c'est le système Terre qui paye. Et au final, c'est nous qui allons trinquer. Donc, oui, il faut sortir de la déflation sur les prix des matières premières agricoles parce que c'est suicidaire au niveau du système Terre. D'abord, nos agriculteurs vivent très mal de leur métier, une partie d'entre eux, en tout cas, vivent très mal de leur métier. Et on ne peut pas avoir un repas, un coût de l'alimentation toujours moins cher. Ce n'est pas possible. Et en revanche, ce que propose, et c'est là où ils ont un argument fort qui roule pour eux, c'est que les acteurs des biotechnologies alimentaires, c'est qu'ils proposent l'inverse en fait. C'est qu'ils nous disent, on va pouvoir faire encore moins cher que ce que l'on connaît aujourd'hui. On va pouvoir réduire, on va pouvoir produire 1 kilo de viande à un coût de production qui est sans commune mesure par rapport à l'alimentation traditionnelle. Donc là, ils tiennent quelque chose, un argument, ils tiennent l'argument du portefeuille. En tout cas, c'est la promesse qu'ils font. Moi, je ne sais pas s'ils vont y arriver, s'ils vont faire les montées en échelle, ils vont faire le scale-up et s'ils vont réellement arriver à réduire. Mais la promesse qu'ils font, c'est de dire, mais vous allez voir que ça va coûter 3 fois rien de produire de l'alimentation demain. Donc, l'agriculture, la vraie agriculture, on sait qu'on doit augmenter, on doit mettre un terme à la déflation. Et la promesse des biotech alimentaires, elle est de dire, mais on peut faire encore moins cher que pas cher. Ce sera, je pense, le mot de la fin, parce que je vois l'heure qui continue de tourner. Il ne me reste plus qu'à remercier nos 2 intervenants, Cyril Delos, Bertrand Valliorgue. Donc, merci pour vos 2 très bonnes interventions, très complémentaires également. Et merci à tous nos participants d'avoir pris le temps de se connecter à cet événement. Et merci enfin aux sections alumni Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir permis d'organiser cet événement. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci pour l'invitation. Bonne soirée. Merci Christelle, merci. Et merci. De ma part aussi, en tant que présidente de la section régionale des alumni Auvergne-Rhône-Alpes, un grand merci aux 2 intervenants, à Bertrand Valliorgue et à Cyril Delost. Et sachant que vraiment ça pose des questions tout à fait fondamentales et c'était très bien qu'on en parle aussi dans le cadre des Sciences Po et on retient qu'il ne faut pas se limiter au bouleversement climatique et que c'est une nouvelle époque géologique qui commence. Voilà, et bien engagée déjà. Voilà, donc que tout le monde soit bien vigilant. Merci encore. Merci, au revoir. Au revoir.